Bonjour et bienvenue au premier cours de sciences d'ingénieur pour les étudiants en sciences maths B. Ce cours est présenté par Engineering Software Learning. Ce cours est aussi divisé en deux parties. Donc, le cours d'analyse fonctionnelle, le premier cours présenté en sciences d'ingénieur pour les élèves de sciences maths est divisé en deux parties. La première partie est liée à la notion de besoin, des cycles de vie d'un produit, d'une entreprise industrielle, sa structure, les fonctions internes, les contraintes, etc. économiques et le processus qu'on doit suivre, etc. pour réaliser un produit. Donc voilà, c'est une partie qui est à 100% théorique. Il y a plusieurs définitions qui sont essentielles pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, pour comprendre le produit, le besoin, etc. Ce sont des choses qui sont euh, euh, qu'on doit savoir au préalable avant d'entamer la deuxième partie. Donc, qui est reliée à la partie qui est technique pour analyser le produit, comme on dit. Donc, à partir du besoin, on va analyser ces besoins-là pour trouver des fonctions de service, pour trouver des contraintes qui sont reliées qu'on doit respecter. Et après, on va trouver les diagrammes des interactions. On va faire des diagrammes de pieuvre, diagrammes de bêta-corne, de cahier de charge fonctionnel, SAD, FAST. Il y a aussi contrat de phase, il y a aussi gamme d'usinage. Voilà, ce sont les démarches qu'on va suivre de départ, c'est-à-dire de A, lorsqu'on va exprimer le besoin, jusqu'à établir la gamme d'usinage et le contrat de phase, c'est-à-dire on est de la phase avant, juste la phase avant la partie de l'industrialisation de ce produit-là. Donc, dans cette vidéo, on va discuter on va expliquer juste la première partie. Donc, et après, on va expliquer la deuxième partie. Donc, on va consacrer plus de temps à la deuxième partie, donc qui est une partie qui est riche, qui est souvent posée aux examens nationaux. Donc, on doit consacrer pas mal de temps. Et pour aller plus vite, donc je vais aller directement. J'ai déjà préparé ce résumé-là, donc j'ai déjà publié ce résumé-là. Donc le cours complet, il est basé sur cet cours-là, analyse fonctionnelle, donné par Monsieur Charret. Donc ici, donc j'ai déjà trouvé sur Internet et je le trouve aussi. Il est bien structuré, il y a pas mal de choses ici, donc qui sont un peu longs, mais qui sont 15 balles, donc si on est un peu pressé, il est un peu long. On va essayer de résumer la première partie, et avant ça, on va entamer la deuxième partie. Donc, on va commencer par le besoin. Donc, ici, cette partie-là, il n'est pas intéressante. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un besoin, etc. Donc, on n'a pas les types de besoins, etc. Donc, primaire, secondaire. Donc, il n'est pas intéressante ici. Donc, on va juste aller directement vers la définition d'un besoin. Donc, le besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par l'utilisateur. C'est-à-dire que le besoin est une chose que l'homme doit satisfaire, doit avoir, doit acquérir afin d'être meilleur. Voilà. Ou bien un désir, c'est-à-dire la nécessité, donc c'est qu'il doit être indispensable dans le cas de la nécessité, il doit avoir pour satisfaire, pour répondre à des critères indispensables pour sa vie. Et les désirs, c'est des choses qui sont complémentaires et donc qui ne sont pas essentielles, mais qui rendent la vie de l'être humain plus confortable. Donc voilà. Donc le besoin est soit une nécessité, soit un désir éprouvé, exprimé par l'utilisateur. Donc voilà. Les différents types de besoins, donc on a trois. On a trois types de besoins, soit explicites, donc ce besoin-là est exprimé clairement par le client, par le biais d'un document, généralement un cahier de charge. Donc explicite, c'est-à-dire qu'il est bien clair, il est bien exprimé par l'utilisateur. Donc l'utilisateur a besoin, par exemple, des machines à laver, il est bien clair. Donc machine à laver, donc besoin des machines pour laver les vêtements. Donc c'est
c'est un besoin qui est explicite, qui est clair. Implicite, donc le besoin que le client ressent parfaitement, mais qui ne sont pas exprimés. Donc, c'est déjà difficile de trouver des choses concrètes. Donc, voilà, donc implicite, c'est-à-dire le client, il ressent qu'il y a un besoin, voilà, qu'il y a un besoin, donc il demande quelque chose, donc il y a un besoin, mais qui ne sont pas exprimés de façon directement. Donc, d'accord. Donc, on va voir ça dans l'exercice. Donc, je me rappelle pas maintenant les exemples. Latent, bon, la troisième catégorie, ou bien le troisième catégorie, c'est latent, besoin potentiel non encore détecté auquel on n'a pas encore de réponse. Donc ici, donc, on est dans la zone floue, donc c'est-à-dire le besoin, ce besoin potentiel non encore détecté, donc il n'est pas détecté par le marché et auquel on n'a pas encore de marché. Soit on n'a pas encore détecté, c'est-à-dire on n'a pas détecté ce besoin-là, ou bien on a détecté ce besoin-là, mais on n'a pas pouvoir répondre à ce besoin. C'est-à-dire on n'a pas trouvé des produits qui répondent, ou bien on n'a pas fabriqué ces produits pour répondre à ce besoin-là. D'accord? Voilà, donc on a ici des exemples. Donc la climatisation, donc c'est un besoin besoin exprimé. Donc climatisation, donc pour rendre l'air fraîche, et donc c'est un besoin très exemple, c'est un besoin exprimé donc directement clair par le client. Donc l'utilisateur a besoin d'une machine pour rendre l'air fraîche, d'accord, c'est climatiseur et donc la climatisation. Donc ABS, donc l'ABS c'est un frein, donc c'est un frein ABS utilisé dans les voitures modernes, et donc le besoin c'est un besoin implicite. Donc on ne sait pas clairement le rôle donc qu'on doit à travers lorsqu'on dit ABS, c'est-à-dire qu'on n'a pas un besoin qui est clair. Donc le besoin exprimé c'est la sécurité, donc ici à travers l'utilisation de ABS, d'accord. Donc notion d'exigence, donc définition de l'exigence. On a l'exigence est un besoin ou une attente pouvant être formulée habituellement, implicite ou imposée. Donc l'exigence est un besoin ou une attente pouvant être formulée. Donc le terme exigence couvre aussi bien les exigences des marchés, donc les clients, et qui sont internes à l'entreprise et réglementaires. Donc l'exigence, c'est-à-dire que le produit doit satisfaire à des besoins de l'utilisateur ou bien des clients, et en même temps doit répondre à des exigences, que ce soit l'exigence de marché, l'exigence de l'environnement, l'exigence de la réglementation pour pouvoir être commercialisé sur le marché, etc. C'est-à-dire que le produit peut être, par exemple, elle répond à un besoin, donc, mais qui est polluant. C'est-à-dire qu'il et donc il ne répond pas à la critère ou bien à l'exigence de l'environnement, d'accord. Donc la notion de l'exigence elle est différente en notion de besoin. Donc c'est un besoin, mais doit être c'est un contrainte, c'est la phase de la contrainte. Donc le produit doit répondre à un besoin, mais en même temps il doit répondre à une exigence, donc à une contrainte donnée, que ce soit par l'entreprise, que ce soit par les réglementaires, que ce soit par le marché elle-même, etc. D'accord, le cycle de vie d'un produit, donc cycle de vie d'un produit, c'est ce qui est fourni à l'utilisateur, c'est-à-dire le produit, il est fourni par l'entreprise à un utilisateur pour répondre à un besoin. Donc l'utilisateur normalement a besoin d'une chose, d'accord, ou bien d'un produit, d'accord. Donc l'entreprise, il va fabriquer ce produit, il va la fournir à un utilisateur, il va donner à un utilisateur afin qu'il puisse répondre ou bien satisfaire son besoin, d'accord, ou bien ses besoins. Il y a différents types de produits. On a trois types de produits, grands types de produits. Donc, on a soit matériel, donc ce produit, il est concret, matériel, donc soit un fluide, gaz, liquide, etc., matière première,
minerais, bois, sel, sucre, etc. Donc des choses qu'on peut toucher réellement. Donc un objet comme ordinateur, réfrigérateur, machine à laver, table, etc. Processus, ce sont des documentations. Donc documentation industrielle. Donc lorsqu'on parle d'un processus industriel, ce sont plusieurs documents qui sont ordonnés de façon bien claire afin de décrire, le déroulement d'un processus, c'est-à-dire comment on va faire, ou bien comment on va, quelles sont les démarches à suivre afin de fabriquer un produit par exemple. Et donc, par exemple, la peinture de la carrosserie d'une voiture. Donc, on a à travers l'expert, ces experts-là, ils vont décrire plusieurs documents. Ces documents, il y a des tâches à faire pour peindre la carrosserie d'une voiture de façon exacte, correcte. D'accord, ou bien l'extraction des huiles à partir des olives, ou bien la fabrication d'une machine, que ce soit par exemple frisage, que ce soit tournage. Donc, pour faire une opération de tournage, on doit suivre des opérations. D'accord. Et bon, au niveau processus administratif, donc, ce sont des processus, donc des démarches à suivre au niveau qui sont en relation avec l'administration, d'accord, afin d'obtenir des papiers, que ce soit des cartes d'identité nationale, obtention baccalauréat, etc., permis de conduite, etc. Donc, on a des démarches à suivre pour obtenir une carte d'identité. On doit, par exemple, satisfaire des photos d'identité, avoir un acte de naissance, etc., etc. Ce sont des éléments à avoir. Donc, il y a aussi des démarches. Il faut avoir un tel type de photo, etc. On doit au premier aller vers une telle administration, puis on va aller à la deuxième administration, etc., etc. Ce sont des processus administratifs qui sont décrits dans un papier qu'on doit suivre afin d'obtenir ce document ou bien ce produit de façon globale. Donc le service est une activité que ne produit pas directement de biens corrects comme banque, donc ou bien des assurances, des télécommunications, etc., des lycées. Donc au niveau de lycée, donc il y a une entreprise qui produit quelque chose. Donc le produit, c'est la on peut dire ce sont des élèves, donc les élèves de façon globale comme une matière. Donc, et aussi il y a de knowledge, donc marifa. D'accord. Bon, on passe directement. Souvent on parle au niveau que ce soit mécanique, que ce soit électrique. Donc il y a une confusion entre un système et un produit. Donc le système normalement, donc on utilise un système à la place d'un produit, donc et surtout au niveau mécanique. Donc souvent on parle d'un système et quand on parle d'un produit. Donc d'accord, donc il y a cette confusion, mais on peut dire que la même chose, même ce sont différents, mais on va laisser des choses comme ça. D'accord. On va dire qu'un système, à ce stade-là, qu'un système est équivalent à un produit. D'accord. Donc, pour le cycle de vie d'un produit, c'est intéressant ici. Donc, les choses, commencent maintenant. Donc, d'accord. Donc, il y a le cycle de produit et le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire le cycle que le produit va suivre à partir de sa naissance jusqu'à la disparition du marché. D'accord. Donc, on commence par quoi? Donc, un produit commence tout d'abord par analyse du besoin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, il y a une équipe, une entreprise, elle va étudier le comportement de marché, elle va demander peut-être à des personnes, elle va faire des requêtes, c'est-à-dire, elle va questionner, elle va faire des enquêtes sur le comportement des utilisateurs, quels sont les besoins des clients, ou bien de l'utilisateur, des personnes
on dit par exemple, il y a peut-être que dans un lycée, bon, il y a un formulaire qui circule afin de savoir quels sont les besoins des étudiants afin que pour comprendre le cours bien, d'accord, pour comprendre un tel cours. Donc, d'accord, c'est ça la détection ou bien la récolte des données qui sont reliées pour avoir une idée, oui, avoir une idée sur les besoins des clients. Donc après, on va analyser ce besoin-là, d'accord? Donc c'est la partie première, la partie 1, donc c'est l'analyse de besoin. Donc après la récolte, il vient la partie de l'analyser le besoin et après on va étudier la faisabilité. L'étude de la faisabilité, donc cette étude permet à exprimer le besoin. Donc on est ici, donc cette étude permet d'exprimer le besoin sous forme fonctionnelle afin d'établir le cahier de charge fonctionnel, c'est-à-dire le fameux CDCF, d'accord? On considère le produit non plus comme un assemblage de pièces, mais comme une composition de différentes fonctions de service. Donc ici, on n'a pas des fonctions réelles, on n'a pas des composants réels, on a juste des fonctions. On va pour satisfaire des besoins, on a faire analyse de besoins. Pour satisfaire à ces besoins, on doit avoir une fonction 1, une fonction primaire ou bien une fonction globale du système, plus on doit avoir la fonction secondaire 1, la fonction secondaire 3, la fonction secondaire 4, etc. On a plusieurs fonctions. D'accord? Ces fonctions-là, toutes ces fonctions-là se rassemblent afin de satisfaire une fonction globale, ça s'appelle une fonction principale. D'accord? Voilà, donc c'est l'étude de faisabilité. Donc à partir, on doit définir tout ça pour étudier la faisabilité. Est-ce qu'on est capable de satisfaire ces fonctions, de faire cette fonction-là ou non, d'accord? La partie 3, bien le stade 3, c'est la conception des produits. Et ici, dans la conception de produits, on doit il faut rechercher la solution optimale, c'est-à-dire pour chacune des fonctions de service définies dans l'étude de faisabilité ici. Donc ici, on va définir les fonctions de service, plusieurs fonctions de service, d'accord, sous la forme d'un cahier de charge afin pour établir un cahier de charge fonctionnel, CDCF, d'accord. Donc dans la phase 3, donc ces fonctions de service, d'accord, définies au préalable. Donc on va chercher des solutions qui répondent à cette fonction. C'est-à-dire, on va transformer ces fonctions de service vers des conceptions des composants réels. Donc, on va traduire ces fonctions vers des composants qui sont réels. Ces composants, ils vont réaliser la fonction souhaitée, d'accord? Donc, c'est ici, on va rédiger le dossier avant-projet d'étude de fabrication, donc de fabrication, c'est-à-dire APEF, d'accord? Qui contient le dessin d'ensemble, dessin de définition. Donc peut-être on a plusieurs pièces. Donc si on a plusieurs pièces, il y a on a un dessin de définition de chaque pièce, on a un dessin d'ensemble pour le mécanisme, on a le contrat de phase pour chaque pièce, on a gamme d'usinage pour l'ensemble des pièces, et aussi on va étudier les différents types. On va faire des cotations, on va faire le choix des outillages, on va faire les conditions de coupe, etc., qui sont reliées soit au fraisage, soit au tournage, soit d'autres opérations, perçage, etc. Et donc, ici, on va dans la partie 3-4, c'est la partie de la conception des produits. D'accord? La partie 4, c'est une partie qui est reliée à la partie 3, donc définition de produits. Donc, on va définir la code géométrique des choses qui sont géométriques, c'est-à-dire reliées à la forme de la pièce pour être bien clair, c'est-à-dire il répond à la tolérance géométrique. Donc, ici, tolérance géométrique, soit cette partie ou bien cette cote-là, elle doit être perpendiculaire à une autre cote, etc. D'accord? Donc, ici, c'est des spécifications géométriques et ici, c'est des spécifications dimensionnelles, c'est-à-dire c'est de cotation dimensionnelle. Et ici, c'est toutes ces choses-là, donc des trucs-là, on va les trouver dans l'avant-projet d'étude de réalisation, c'est APEF, d'accord?
Donc, dans la POF, on va trouver des scènes d'ensemble, des scènes de définition, le contrat de contrat de phase, les gammes d'usinage, les conditions de couple, les différents types d'opérations, le choix d'outillage et aussi métrologie. D'accord? Industrialisation de produits. Donc, la phase, lorsqu'on va définir toutes les parties qui sont reliées à la conception d'une part, donc la conception des dessins de définition, et d'autre part, vers la partie qui est reliée au bureau de méthode. Ici, on a bureau d'études, et ici, c'est le bureau de méthode qui est chargé de faire l'avant-projet d'études de fabrication, c'est-à-dire les codes, le choix des procédés, le choix d'outillage, les différents types, les gammes d'usinage, contrats de phase, etc. Donc ici, il vient après, juste, il vient la partie de industrialisation de produits. Et dans la partie d'industrialisation de produits, on va faire une préparation des éléments qui sont nécessaires pour la production. Donc on va préparer les machines, c'est tout. D'accord? C'est l'industrialisation, la phase de l'industrialisation des machines. Et on va commencer à faire des fabrications. D'accord? Donc ici, on va commencer à faire à fabriquer. Et donc, dans ces parties-là, on va fabriquer juste des exemples. Si on parle des pré-séries, d'accord? C'est avant de commencer la série, on va faire avant une pré-série. Donc, juste 30 pièces comme ça, 40 pièces, 50 pièces comme ça. Donc, c'est juste pour vient après pour vérifier les pièces qu'il va être homologué après pour savoir est-ce qu'on est respecté, est-ce que nous avons respecté toutes les recommandations et les exigences de cahier de charge de fonctionnels et les différents types, que ce soit au niveau de l'avant-projet de fabrication, APEF, etc. Donc, c'est ici donc la pré-série, l'industrialisation de produits, et c'est une opération qui est juste et qui est là juste pour fabriquer des pré-serrés, c'est juste des 50 pièces, et donc après ces 50 pièces, on va passer à la phase 6, c'est homologation de produits. Et dans cette partie-là, on va vérifier est-ce que ces pièces-là, elles respectent toutes les normes, que ce soit au niveau des cahiers, elles respectent, d'abord, on doit vérifier qu'elles respectent le CDCF et les normes en vigueur, et sécurité, respect de l'environnement, etc. C'est-à-dire toutes les choses qu'on a trouvées dans la partie de contraintes. Donc, lorsqu'on va définir le comment on dit, c'est le diagramme pur. Donc, on a une partie, on a une fonction globale. Donc, on a les fonctions contraintes. Les fonctions contraintes ou bien les contraintes, donc on doit respecter, on va vérifier que d'abord que ce produit il satisfait les CDCF, donc c'est-à-dire le cahier de charge fonctionnel, et puis il doit vérifier qu'il répond à toutes les autres contraintes, que ce soit les contraintes d'environnement, sécurité, qui est rapide, qui est fiable, etc., etc. Et après, on va s'assurer de bon fonctionnement, de bon déroulement du processus d'industrialisation. Ici, on doit vérifier que les opérations que nous avons adoptées et les démarches que nous avons adoptées pour produire ou bien fabriquer ce produit, elles sont bien optimisées, sont bien correctes. D'accord? Donc, il n'y a pas un problème dans la démarche de fabrication de ce produit. D'accord? Avant d'entamer la grande série, d'accord, c'est après cette phase-là de homologation de produits, il vient la phase de production. Donc la phase de production, ici on va commencer à produire les pièces ou bien le produit ou bien le bien à l'échelle grande, c'est-à-dire on va produire des centaines et des milliers des produits, d'accord, ou bien des composants. D'accord, donc cette étape commence la réalisation du produit en tenant compte des délais de production imposés et la bonne qualité du produit défini précédemment. Donc ici, on va s'assurer de deux choses. Donc, que on va produire des quantités. Ces quantités doivent être respectées les délais de production. Et de 1, doit être respecté le délai de production. Et de 2, doit être que ces produits-là, on doit vérifier tout le temps que les produits
sortis de la machine ils ont une bonne qualité, d'accord. C'est-à-dire peut-être parfois on a des problèmes, donc on doit s'assurer que le produit, que la qualité, on va tirer au hasard, on va prendre au hasard des pièces et on va faire des contrôles, que ce soit des contrôles métrologiques, de forme, des surfaces, etc. pour s'assurer pour s'assurer que le produit est vérifié et respecte les normes, d'accord. Après, c'est la phase de la commercialisation, donc on peut ne pas retarder ici. Donc, il vient la phase de commercialisation. On va transformer, on va transférer plutôt le produit à l'échelle industrielle, donc à l'échelle de l'entreprise, vers à l'échelle de marché. On va commercialiser, c'est-à-dire on va vendre, on va essayer de vendre ce produit à l'utilisateur. Et après, il vient l'utilisation de produits. Donc, dans la phase de l'utilisation de produits, c'est la phase de après-vente. Donc, on va s'assurer que le produit donc n'a pas de défaut, donc on va répondre à toutes les questions de consommateurs, donc qu'ils sont des points de vue ou bien qui sont des remarques sur le produit, ces produits utilisables par le client. C'est-à-dire que le client il a acheté ce produit et après il a utilisé ce produit. Et donc on va peut-être qu'il y a des remarques, peut-être qu'il y a des défauts. Donc souvent on trouve des choses ça. Et donc à partir de ça, donc l'équipe d'après-vente ici et l'équipe services commerciaux, ils vont essayer de répondre à ces demandes-là et corriger les défauts. D'accord. Après, c'est la partie d'élimination de produits. Cette dernière étape, produit revêt une importance croissante dans les préoccupations de l'industriel et dans le contexte socio-économique auquel, avec la sensibilisation actuelle, avec la sensibilisation des consommateurs vers les problèmes de l'environnement. Donc, élimination de produits ici, donc on va éliminer le produit du marché. Donc, il y a deux parties, La partie, c'est comment on va retirer le produit dans le marché. Et comment on va éliminer le produit de façon, si on a des stocks, on veut éliminer ces parties, comment on va éliminer ces produits de façon à respecter l'environnement, d'accord. Donc ici on a la qualité de produit, donc le produit doit assurer plusieurs fonctions, il doit satisfaire le besoin du client et assurer les exigences suivantes. Donc la conformité à l'usage, la sûreté, le respect des délais, etc. Donc ce produit-là, il doit être tout d'abord satisfaire l'utilisation des produits par le client. Donc il doit être satisfaire les besoins du client. Il doit respecter la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire la disponibilité d'utilisation des produits, les facteurs qui conditionnent la fiabilité, les services maintenance, les matières premières pour fabriquer ce produit, etc. Donc, on va pas attarder ici. Donc, c'est juste pour la qualité du produit. Ce sont des choses qu'on doit assurer pour que le produit satisfait, que le produit doit être de qualité et satisfaire de façon correcte le besoin des clients. D'accord. Pour la partie l'entreprise industrielle, donc définition de l'entreprise, c'est intéressant. Donc ici, définition, une entreprise industrielle est un système de production de biens. Donc une entreprise industrielle, c'est un organisme ou bien une société qui a pour but de produire un bien. Donc le bien, que ce soit un produit, que ce soit des services, d'accord. Ces biens-là, il doit répondre à un besoin. Donc on va produire des biens pour répondre à un besoin exprimé par l'utilisateur. Son objectif est de produire pour vendre, c'est-à-dire l'entreprise, elle va produire un bien. Donc ce bien, il doit être vendu à l'utilisateur afin d'obtenir des bénéfices à la fin, d'accord. Donc l'entreprise, il est bien sûr, pour que l'entreprise fonctionne de façon correctement, elle doit être bien structurée, d'accord. Et ici, on va entamer la partie de la structure de l'entreprise.
dans la partie de la structure de l'entreprise, il y a différents types de la structure adoptée par chaque entreprise. Ça dépend de sa taille, de la nature des produits qu'il fabrique, etc., de la société, etc., etc. Donc, il y a pas mal de critères qui entrent dans la structure pour définir la structure d'une entreprise, mais on peut distinguer deux parties essentielles que doit contenir l'entreprise, chaque entreprise. Donc, il y a les services transversaux. Ces services transversaux qui ne sont pas reliés directement, au produit. Donc, le produit directement, mais ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de la société, de cette entreprise. D'accord? Il doit être là pour que l'entreprise fonctionne bien. D'accord? Donc, ils n'ont pas une relation avec l'entreprise, avec le client, avec le produit. D'accord? N'entre pas dans la partie pour faire le produit, mais ils sont là pour que la société travaille de façon correcte et de façon optimale. D'accord? Donc, ces services-là, il y a les services de management. Donc, le service de management inclut l'administration. Donc, il y a la direction, le secrétariat, la partie de comptabilité pour chiffrer, etc., etc., la comptabilité générale et analytique, et les services de support, donc gestion de patrimoine, finance, gestion des ressources humaines, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas en relation directe avec le produit. Donc l'administration, il y a un directeur, il y a une équipe de direction, et il y a des secrétariats, il y a aussi la partie, le département de comptabilité pour chiffrer, pour trouver des bilans prévisionnels, etc., etc. Les services de support pour la gestion des patrimoines, gestion de la partie financière, pour trouver des financements, pour savoir la politique de financement, etc. Il y a la partie de ressources humaines pour gestionner le recrutement, les humains que nous avons dans l'entreprise, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les opérateurs, que ce soit la partie de la direction, etc. Donc ici, ce sont donc généralement donc les services transversaux, ils n'ont aucune relation, n'ont pas de relation avec le produit. Donc d'accord, on vient après dans la partie de la réalisation. Et donc les services de réalisation, ils ont une relation directe avec le produit. Donc cette catégorie-là, ou bien cette phase-là, il englobe, ou bien il contient le département de marketing. Donc le département de marketing, il a une relation avec le produit parce qu'il définit au d'abord le besoin, et après il va suivre le comportement de produit et définir la gestion de marketing, que ce soit la publicité, etc., de ce produit. Il a le département de conception, département de production, industrialisation, fabrication, la commercialisation, donc interne à l'entreprise, promotion, publicité, comment on va faire promotion, comment on va définir la partie de publicité de ce produit, comment on va vendre, service après-vente, etc. Et la partie de distribution, donc c'est à l'externe de l'entreprise, c'est-à-dire les promotions qu'on va faire pour ce produit, quelles sont les publicités à faire, etc., etc. D'accord? Voilà, on a un schéma d'organigramme de la structure d'organisation d'une entreprise. Donc, on a ici la partie direction générale, la partie direction qualité, donc qui sont à la même stade, au même stade. Donc, et après, on trouve de la direction commerciale qui sont en relation avec le service d'achat, la publicité, vente et après-vente de produits. Il y a la direction technique qui est en relation avec la partie de conception, la partie bureau méthode conception, la partie de étude de marché. Oui, on peut faire ici étude de marché. Il y a le service de production, le service de conditionnement, etc. Donc la gestion d'achat, gestion d'achat, les parties de commercial. Donc ici gestion de stock plutôt. Donc ici c'est gestion de stock, gestion des organes, etc., des machines, etc., etc. La partie financière, il inclut les services financiers, donc les personnes qui sont chargées de la partie financière, et direction administrative, il inclut la partie de gestion des ressources humaines, des recrutements, etc., etc. Donc voilà, donc fonction interne, bon,
Donc l'entreprise, pour la fonction interne, l'entreprise est comme un ensemble hiérarchisé de fonctions et se caractérise en effet par un réseau à la fois hiérarchique et technique qui règle son fonctionnement. L'ensemble hiérarchique peut être synthétisé selon une multitude de classifications. La classification issue d'ici est un exemple. D'accord? C'est la même chose qu'on a ici, donc la fonction interne. Donc, c'est juste, on va trouver la même chose. On a la fonction direction, on a la fonction technique. Donc, c'est juste, on va transformer la partie là. Donc, à travers, on va classifier cette partie à partir la partie de direction, ou bien la fonction direction qu'ils ont en relation avec la direction, et la partie qui est en relation, ou bien qui définit la partie de fonction technique. Donc, on a au niveau de la partie direction, on a la fonction organisation qui est assurée par l'équipe, qui est assurée par la direction d'organisation, d'accord? Donc, gestion des ressources, gestion des moyens logistiques, etc. Donc, c'est un service d'achat. On peut entrer ici, donc le service d'achat. Ici, on a la fonction. Donc, ici, on va définir, c'est juste en fonction. Après, on va transformer cette fonction vers des départements qui sont réels, d'accord? On a juste, c'est une fonction, donc c'est une juste description de besoin, d'accord? Ici, on peut définir comme ça. Et après, on va transformer ça. Ici, on va transformer. Il y a gestion des ressources humaines comme une fonction secondaire de la fonction organisation. Donc ici, il sera transformé vers une partie qui est réelle. La gestion des ressources humaines, par exemple. Donc, il sera une direction ou bien un bureau qui est chargé de ça. Et derrière ça, sera une personne qui est chargée de ça. Donc, cette personne-là, comme un organe, d'accord, il va assurer cette fonction-là. D'accord? Donc, on a la fonction financière, gestion des ressources financières. Donc, ici, de la même chose, on a une fonction financière, donc comme une fonction définie comme un cahier de charge fonctionnel. D'accord? Et cette partie-là, après, on doit transformer ou bien traduire cette fonction-là vers une des choses réelles, donc c'est-à-dire un bureau ou bien un département qui est de gestion des ressources financières. Donc, et derrière ça, il sera une personne ou bien une équipe qui sera chargée des ressources financières. D'accord? Il y a fonction marketing, de la même façon, fonction commerciale. Donc, ces choses-là, donc ces fonctions-là sont reliées à la fonction direction. Donc, ici, on a fonction technique. Donc, les fonctions techniques, donc, il y a la fonction qui va assurer donc la conception. Donc, on a la conception et définition d'un produit. Et cette partie-là, elle est assurée par un bureau d'études. Donc, d'accord. Donc, ici, elle doit être inversé. Donc, ici, on doit avoir une fonction. Donc, la fonction conception, la fonction définition d'un produit, etc. Et après, on va transformer ou bien traduire cette fonction vers des organes qui sont réels. Et ces organes-là, dans ce cas-là, on a la fonction qui sera l'organe qu'il va assurer ou bien qu'il va faire la fonction de la conception, c'est le bureau d'études, d'accord? Pour la fonction, le choix de moyens, la préparation de fabrication sera assuré par le bureau de méthode, d'accord? La fonction fabrication, contrôle et l'assemblage de produits soit assuré par un service de production, c'est-à-dire un département de production, donc l'usine dans ce cas-là, et le stockage et conditionnement de produits, donc que ce soit le stockage de matières premières ou bien le stockage des produits finis ou bien produits finaux et la fonction de conditionnement, c'est-à-dire les conditions de conditionnement de ce produit-là, donc ils seront assurés par une équipe de services de stockage, d'accord? Donc, on a plusieurs contraintes économiques. Donc, les contraintes économiques, donc l'entreprise de façon générale doit optimiser, d'accord, doit répondre à une contrainte économique. Donc, pour survivre, c'est-à-dire il y a une concurrence qui est forte entre plusieurs entreprises qui font le même produit, d'accord. Donc, pour que cette entreprise se survive, donc face aux défis du marché,
que ce soit au niveau du marché mondial, c'est-à-dire des aléas du marché, au niveau la matière première, que ce soit au niveau de concurrence entre plusieurs entreprises, que ce soit d'autres facteurs qui sont externes, etc. Donc, donc la, euh, la, donc l'entreprise, normalement, elle doit optimiser la gestion des ressources humaines, minimiser les charges directes et indirectes et rechercher les solutions optimales en vue d'offrir des produits conformes aux besoins des clients. Donc, elle doit optimiser les gestions des ressources humaines, euh, réduire ou bien minimiser, savoir comment on va minimiser les charges directes et indirectes, que ce soit les charges reliées à l'opération de fabrication, que ce soit aux charges qui sont fixes, qui sont reliées la partie d'usine, etc. Donc, d'accord. Donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà, on a touché la première partie. Donc ici on a toutes les informations sur la première partie. Donc après on va entamer la deuxième partie, d'accord? Et la deuxième partie, on va voir des choses qui sont concrètes, qui sont reliées à la phase. On revient ici. Donc ces choses-là, ils sont reliées à la partie 3-4, d'accord? C'est la partie ici, c'est la partie de la conception des produits et définition de produits, d'accord? Avec une analyse de besoin. Donc on a au départ, on va donc la deuxième partie, elle va consacrer à 4 premières phases. Donc l'analyse de besoin, à travers à produire le diagramme bêta-corne, à produire le diagramme de pieuvre, il y a l'antigramme, etc. Après, on a la conception de produit, la fonction de service, il y a la fonction primaire, la fonction secondaire, etc. On peut utiliser FAST, etc. Donc après, on a la phase d'usinage, gamme d'usinage, contrat de phase, etc. D'accord. On va après poster une vidéo pour expliquer de façon détaillée et plus pratique. Donc ici, ce sont des choses, ici dans le site vidéo, on a des choses qui sont 100% théoriques. Et donc vraiment, ces choses-là, on va pas, normalement, sont pas posées dans les examens, mais on ne sait pas. Donc on doit quand même avoir une idée sur ça avant d'entamer la partie d'analyse fonctionnelle. D'accord.